Bonjour les tourneurs, bienvenue dans mon atelier. On est toujours dans la série Bonjour les copeaux. Aujourd'hui on parle de la gouge à profiler. Je vous la montre de près cette gouge à profiler. La cannelure de la gouge à profiler, elle n'est pas très prononcée. J'aime bien, si je me place comme ça, j'aime bien l'affûtage qu'on appelle plus ou moins fingernail grind, c'est-à-dire un aiguisage qui ressemble un peu à des ongles, au bout des ongles. Cette gouge à profiler n'est pas à confondre avec la gouge à bol que je vais vous présenter. La gouge à bol, si vous voyez bien son profil, alors on est beaucoup plus proche d'un V, c'est une forme elliptique. Voilà pour la gouge à bol. La gouge à bol, je ne l'affûte pas avec la plateforme. Je fais très peu d'affûtage à main levée. J'ai plutôt un système que j'ai déjà présenté dans une autre vidéo. Donc, j'ai le système d'affûtage One Way. Et au Québec, Canac Marquis, Canadian Tire, Home Depot ont ces tuyaux d'aluminium carrés. Et en enlevant plus ou moins 1,32 ou moins de 1 mm d'épaisseur, j'ai découvert que ces tiges d'aluminium entrent parfaitement dans la poche. Et vous remarquez la vis que j'ai mis. Alors, dans mon cas, toujours le même alignement sans problème. Le système One Way, comme beaucoup d'autres aussi, vient avec un appareil comme ça. Cet appareil est ajustable, c'est-à-dire qu'ici, je peux déplacer la patte soit vers le devant ou vers le derrière. La fonction simple, en fait, c'est que si j'ai affûté une gouge à profiler comme celle-là, je devrais me présenter à la meule vraiment dans cet angle-là. Et le meilleur alignement, c'est lorsque la patte, elle est complètement vers l'arrière. Donc, je vais vraiment être comme ça. Et voilà. Et la gouge à bol, c'est l'inverse. La gouge à bol, j'irai mettre la patte complètement sur le devant. Et l'effet sur ma gouge et à la meule, c'est que je serai beaucoup plus dans cet angle-là, qui convient pour la gouge à bol. Après quelques expérimentations, j'ai placé ma patte au milieu. Et gouge à profiler, gouge à bol, peu importe la gouge, toujours avec le même alignement. Je ne sais pas si vous voyez ici, j'ai une petite butée. Alors, comment ça fonctionne? Alors, je vais appuyer ma gouge contre la butée et ça me donne une projection, toujours la même, de 2 pouces ou encore 50 mm. C'est toujours la même chose. Comme je l'ai fait avec mes autres outils, je vais mettre de la couleur sur le bout afin de pouvoir vérifier ce qui aura été touché par la meule et ce qui ne l'aura pas été. Ça me permettra peut-être de faire des précisions sur mon affûtage. Voilà, donc je suis prêt. Si vous pouvez voir, donc vous pouvez voir que le tranchant a été affûté et de l'autre côté, c'est l'inverse. En fait, je n'ai pas vérifié. Voilà, je me suis fait prendre un peu. Je n'ai pas vérifié que la cannelure de ma gouge était bien centrale dans mon axe et elle ne l'est pas. C'est pour ça que j'ai ce petit défaut-là. À la limite intéressant. Je ne sais pas si vous pouvez voir comme il faut. Donc, ça fait ça. Là, j'ai fait la correction. On retourne à la meule.
J'en profite pour dire, certains tourneurs vous voyez ça sur YouTube, certains tourneurs vont enlever le talon qui est ici. Vous ne couperez jamais, jamais, jamais avec cette partie-là. Le tranchant est toujours ici. Alors, certains tourneurs vont aller enlever une bonne partie du talon ici. Il n'y a pas de mal. Et moi, quand je le fais sur la meule 36 grains. Et puis, je le fais manuellement, sans aucun outil. Je peux faire une petite démo. Donc, à la main, je vous change de place. Et donc, ça vous donne ça. Avant de vous présenter le comportement de la gouge dans le bois, on va donner un petit cours, petite instruction sur le bois de fil. Le bois de fil, c'est lorsque le fil du bois va dans la même direction que le lit, dans le même sens, la longueur du tour à bois. Donc, on est dans le sens du fil. Et si vous êtes ébéniste, que vous avez une raboteuse ou une dégauchisseuse, un planeur, une raboteuse, vous savez très bien que lorsqu'on présente le bois dans la mauvaise direction, on peut avoir un risque d'éclat. Avec le tour à bois, on a le même problème. Donc, la façon de travailler la gouge, c'est qu'on doit suivre le fil du bois. Par exemple, si je souhaitais faire un arrondi, mon arrondi va ressembler peut-être à ça. Et le sens, je peux peut-être vous en rapprocher un peu, et le sens, la direction dans laquelle ma gouge doit aller, c'est dans celui-là. Parce que chacune des fibres du bois, lorsqu'elle va être coupée, est supportée par une fibre qui est légèrement plus longue. Donc, cette fibre-là, elle est supportée par celle-ci, qui est supportée par celle-ci, qui est supportée par celle-ci, de sorte que quand la gouge va descendre dans le bois, on va avoir une belle coupe propre. Et à la limite, vous allez peut-être vous dire, c'est tellement bien qu'on n'a pas besoin de sabler. Si, par contre, j'avais ce relief-là à faire, ce qui se produit si je vais dans cette direction-là, c'est que cette fibre-là plus longue ne sera pas supportée par celle-ci plus courte, qui ne sera pas supportée par celle-ci plus courte, et ainsi de suite, de sorte qu'on a des risques de fil en l'air ou que la coupe ne soit vraiment pas belle. Plus le bois est mou ou grossier, plus cela sera apparent. Alors, vous comprenez que pour respecter le sens du fil, pour faire ce profil-là, je vais devoir descendre dans cette direction-là. Donc, je vais descendre comme ça, et ensuite comme ça, et mes deux côtés seront parfaits. On va essayer ça dans une nouvelle pièce de bois. Alors, j'ai regardé dans ma pile de bois de chauffage, et je pensais avoir trouvé un morceau d'érable approprié, et en le cilindrant, eh bien, en dessous de l'écorce, j'ai trouvé ça. Alors, je ne vous suggère pas de travailler dans du bois qui est craqué. Je vais le faire quand même, parce que je sais un peu ce que je vais faire avec cette pièce-là, et quand même, je n'insisterai pas trop. Je vais plutôt, évidemment, travailler sur ce côté-là, qui est quand même assez bien. Je tiens à dire hein, que la fente, la cassure qui est ici va jusqu'au cœur. Alors, donc, cette zone-là, elle est dangereuse. Si je vous recule un peu, vous remarquez que je suis entre pointes. Ici, j'ai un tenon. Ma pièce de bois tient dans un tenon, mais
si vous pouvez en développer l'habitude, chaque fois que vous êtes capable d'être entre pointes, c'est la meilleure position pour vous. Le bois n'aura pas de sortie, ni à gauche, ni à droite, ou ni à droite, ni à gauche, et vous allez être solide. S'il arrivait quelque chose, je ne peux pas avoir une prise plus solide que ça. Donc, je vais aller, je vais même, parce que lorsque la pièce va tourner, la fente, je la verrai plus. Je vais me tracer une ligne comme ça, et je vais donc travailler ici. Donc, on fait un V, et on regarde ce que ça donne. Donc, pour ce qui est de la position, encore une fois, la hauteur du porte-outil, c'est intuitif. C'est-à-dire que je dois être capable d'avoir mon outil au-dessus du bois et je dois être capable confortablement de faire les copeaux. Avec le temps, avec la pratique, ça devient un peu là, comme lorsqu'on conduit une voiture et tout ça. On n'a plus besoin d'y penser. Main par-dessus ou par-dessous n'a pas vraiment de conséquences. Le manche à côté, encore une fois, à la ceinture. Et puis la main, ou peut-être au bout, selon les coupes des fois qu'on a à faire, on peut se rapprocher comme ça. Des fois, on tourne la main et ça nous donne plus de jeu. Donc, je vais quand même mettre ma protection faciale et on va regarder de loin. Ensuite, on va faire des rapprochements. Vous avez probablement remarqué que lorsque j'arrive plus au centre, je lève le manche. Ça fait partie des joies, des manipulations. Alors déjà, mon porte-outil commence à être élevé un peu. Je peux me descendre un petit peu, mais je vous change de place maintenant. Avec plusieurs outils de tournage, il y a une technique qui s'appelle le talonnage en français. En anglais, on parle de robbing the bevel. C'est-à-dire que lorsque vous vous préparez à toucher votre pièce, en fait, vous allez vous accoter dessus, mais le tranchant n'est pas encore dans sa position. Et vous descendez tranquillement. Et lorsque les copeaux ont commencé à sortir, en réalité, tout, je ne sais pas si vous voyez bien, comme ça, du tranchant jusqu'en bas, tout le métal est en contact avec la pièce. C'est ce qu'on appelle le talonnage. C'est une pratique, avec le temps, encore une fois, ça vient naturel, comme une seconde nature, mais au début, on essaye d'y penser. Je peux faire un essai comme ça pour vous. Donc, ça, c'est du talonnage. Et ça nous donne une très belle coupe. Il y a même un peu de luisant dedans. N'allez pas croire cependant qu'il n'y a pas de sablage à faire. Mais le talonnage, c'est une pratique importante. Alors ici, vous êtes aux premières loges. Alors, c'est un bois dur, contrairement à mon lilas de l'autre fois qui était un bois vert. Le bois dur se travaille plus lentement. Donc, je vais faire la procédure et si je suis capable, je vais expliquer en même temps. Donc, je m'installe. L'outil, ma gouge est sur le porte-outil. J'engage. Je descends ma gouge.
Voilà les copeaux. Je talonne. Et quand j'arrive au fond de ma pièce, je relâche. Je recommence. Contact. Copeaux. Talonnage. Et voilà. Je peux le faire dans l'autre sens. Contact. Copeaux. Talonnage. Bon, j'ai un petit quelque chose en plein milieu. Mais si vous voyez, je vais essayer de vous rapprocher. Donc, vous voyez la beauté de la coupe. Encore une fois, j'ai du luisant. Donc, après inspection de la pièce, je me suis rendu compte que ici, j'ai un nœud. Les nœuds, encore une fois, je vous le dis, c'est dur sur les outils. Ça peut donner de mauvais résultats, mais bon. Donc, le pied de caméra est très près, donc je ne suis pas 100% à mon aise, mais vous comprenez, j'essaie de faire une descente, là, je n'ai pas de nom pour ça, là, donc plutôt comme ça, et ici, le format inverse. Donc, je pense que vous êtes bien placé pour voir, on continue. Je vais maintenant transformer ce profil un peu en vallée. Je vais creuser dedans. Donc, vous reconnaissez probablement le profil en U. On a souvent ça sur des barreaux d'escalier, ce genre de choses. Ma petite mise en garde, c'est encore une fois le mordant de l'outil. On pourrait être tenté de présenter l'outil, si je peux vous rapprocher. On pourrait être tenté de présenter l'outil comme ça et d'aller enlever. Et le danger de ça, c'est que le bois, l'outil va mordre dans le bois et il va nous faire tourner. Et donc, on se fait attraper. Je vais vous le montrer à basse révolution. Donc, je tourne pas vite. Je vais commencer par le centre. Et là, j'ai été chanceux. Encore chanceux.
Et voilà. Piou! Alors, je viens de me faire attraper. Regardez ici. Ici. Alors, mon outil a mordu. J'ai été entraîné par l'extérieur. Et là, évidemment, avec la rotation, ça a donné ça. Pourquoi c'est arrivé? Parce que je n'ai pas respecté le sens de mon profil. Mon outil a été capturé sur un tranchant. J'ai tourné et puis l'outil a essayé de sortir. Pour réparer ça, ben, on n'a pas le choix. On recommence, donc j'irai dans ma pièce en tournant comme ça et j'arrête au milieu. Vous vous souvenez de mon petit dessin de bois de fil? Donc, on arrête au milieu. Voilà tourneur, c'était donc notre vidéo sur la gouge à profiler. Qu'elle soit grosse, moyenne ou petite, l'affûtage, le comportement et les façons de faire sont les mêmes. Merci d'avoir visionné. Si ma vidéo vous a été utile, soyez gentil, faites-moi signe. Et puis, je vous souhaite du bon temps dans l'atelier, soyez prudents et on se reparle bientôt.